Salut les fans, abordons aujourd'hui un sujet qui m'a toujours passionné. Comment Michael Jackson composait-il ses chansons? Un sujet qui n'a d'ailleurs étonnamment presque jamais été abordé en interview de manière concrète et pour lequel il est lui-même toujours resté assez vague. Car Michael Jackson a tellement de hits dans sa discographie qu'il paraît incroyable que si peu de gens aient abordé ce sujet avec lui, préférant souvent le questionner sur des choses plus futiles, ou en tout cas sur des choses qui n'avaient pas de rapport avec la manière dont il concevait sa musique. Pourtant, il avait une manière assez singulière de travailler ses chansons, n'ayant jamais pris le moindre cours de musique et ne jouant d'aucun instrument à un niveau professionnel. Alors, comment un artiste aussi talentueux a réussi à composer des chansons qui aujourd'hui encore sont des références dans le monde de la musique contemporaine sans savoir lire une partition et sans être un grand instrumentiste? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans l'histoire de la musique, on trouve beaucoup d'artistes qui ont laissé une trace grâce à un ou deux hits qui ont marqué les générations. Ils sont cependant plus rares à avoir laissé presque une discographie entière s'inscrire dans la culture musicale moderne. Que l'on aime ou non, Michael Jackson fait partie de ces artistes s'étant durablement inscrits dans l'histoire culturelle moderne grâce à des albums qui sont devenus des classiques incontournables. La seule évocation des chansons comme Don't Stop Till You Get Enough, Billie Jean, Beat It, Bad ou Black or White font indubitablement remonter des souvenirs et des émotions musicales bien au-delà de la sphère des admirateurs de l'artiste. Le point commun de ces chansons est qu'elles ont toutes été composées par Michael Jackson, alors même qu'il n'avait aucune formation musicale et que la technique était loin de le passionner. Mais depuis tout jeune, son rapport à la musique était inné, comme une sorte de don qu'il développa en observant les autres artistes, producteurs et compositeurs, d'abord chez Motown avec Berry Gordy, Dickie Richards ou Freddie Perrin, puis chez CBS avec notamment Gamble et Huff qui développèrent le fameux Philly Sound, mais aussi et surtout lors de sa collaboration avec Quincy Jones. Fin observateur, Michael Jackson se forma sur le tas et développa petit à petit un instinct musical particulièrement aiguisé qu'il commença à mettre réellement en pratique à partir de 1976 dès les premiers albums du groupe The Jacksons. D'abord limité par sa maison de disques, il finira par acquérir plus de liberté dès l'album Destiny en 1978 sur lequel il signera avec ses frères le célèbre Shake Your Body qui connut un grand succès et conforta Michael Jackson sur sa capacité à composer et produire des chansons. Comprendre comment Michael Jackson composait ses chansons, c'est donc comprendre son parcours précoce et l'instinct qu'il a développé en observant des grands noms de la musique, mais c'est aussi comprendre son attachement à sa religion et à son rapport au spirituel. Car pour lui, quelles que soient les chansons qu'il a composées, elles étaient envoyées par Dieu. Une philosophie qui peut paraître surprenante, mais qui est largement répandue dans la culture américaine où la foi est un élément important de l'éducation d'une grande partie de la population. Pour lui, la musique qu'il créait était un don de Dieu qu'il recevait par moments, au volant de sa voiture comme pour la ligne de basse de Billie Jean, ou la mélodie de Heal the World perchée sur son Giving Tree, son arbre préféré dans sa propriété de Neverland où il aimait s'installer dans les branches pour méditer et trouver l'inspiration. Car dans la majorité des cas, au départ, Michael Jackson avait d'abord une idée de mélodie qu'il jouait dans sa tête et qu'il enregistrait ensuite sur un dictaphone pour être sûr de ne pas la perdre. Parfois, ce pouvait être une simple mélodie, et parfois, il arrivait à imaginer plusieurs pistes à la fois. Il se servait pour ça du seul instrument qu'il maîtrisait parfaitement, sa voix. Beaucoup se souviennent des démos apportées par Michael en studio sur lesquelles il avait joué tous les instruments avec sa voix et savait exactement ce qu'il voulait. Excellent en beatboxing, il pouvait rendre ses démos vocales particulièrement réalistes et précises.
Mais n'étant ni musicien professionnel ni capable d'écrire de la musique sur une partition, il devait ensuite faire appel à des collaborateurs pour travailler son idée en studio. C'est à ce stade qu'intervenaient des musiciens expérimentés, dont le rôle était de retranscrire les idées de Michael Jackson sur un piano ou un synthétiseur. Parmi ces hommes de l'ombre, on retrouve le plus souvent John Barnes, musicien, compositeur et producteur, ayant commencé dans les années 70 aux côtés de Marvin Gaye. Bill Bottrell, musicien, compositeur, producteur et ingénieur du son, ayant collaboré notamment avec Madonna ou Tom Petty. Greg Phillinganes, musicien, compositeur et interprète, ayant collaboré avec Stevie Wonder, les Jacksons, Eric Clapton ou encore le groupe Toto. Et enfin Brad Buxer, musicien et compositeur qui a déjà travaillé avec les Bee Gees, Stevie Wonder ou Paula Abdul. À eux quatre, on retrouve beaucoup de hits connus de Michael Jackson. On notera également Randy Jackson, le frère de Michael, qui a surtout eu ce rôle dans les démos des albums des Jacksons et de l'album Off the Wall, pour lequel il apporta son aide à son frère Michael pour l'aider à la composition de certaines chansons comme Don't Stop Till You Get Enough. Un titre sur lequel on retrouvera également Greg Phillinganes, qui composa le bridge de la chanson. Pourtant, bien qu'il s'était mis d'accord avec Michael Jackson pour être crédité comme co-auteur et toucher un pourcentage des royalties sur la chanson, Michael revint finalement sur sa décision et par l'intermédiaire de son manager Freddie Deman, il lui fit savoir qu'après avoir réfléchi, il estimait que sa participation ne concernait rien d'autre que des arrangements sur la musique, pour lesquels il n'avait pas de raison d'être crédité. C'est ainsi que son nom fut petit à petit retiré des pressages du single, une situation délicate qu'il eut beaucoup de mal à accepter et à digérer. Greg Phillinganes finira tout de même par passer dessus et continua de travailler avec Michael Jackson, notamment un an plus tard pour l'album Triumph des Jacksons, où il apporta son aide, entre autres sur This Place Hotel, pour lequel il composa l'outro du morceau au piano, accompagné de cordes. Pendant plus de 20 ans, Greg participa à différents projets de Michael, notamment sur les albums Thriller, Bad, Dangerous, mais aussi sur les tournées Bad Tour et Dangerous Tour, nouant une belle amitié avec Michael. Ce que j'ai perdu en argent, je l'ai gagné en relationnel. En effet, le piège pour ses collaborateurs était de ne pas toujours être crédités à la hauteur de leur contribution, bien qu'ils étaient parfois à l'origine de propositions déterminantes pour la construction de certaines mélodies ou certains arrangements. Car ils intervenaient très tôt dans le processus créatif, à un stade où la démo était encore très brute et parfois différente de la version finale. Mais comme l'idée de départ venait de Michael, il considérait que c'était sa création qui était étoffée au fur et à mesure de la composition. Parmi les exemples les plus connus, il y a Don't Stop Till You Get Enough, dont je viens de parler, mais aussi bien sûr Stranger in Moscow, composé en grande partie par Brad Buxer, qui ne fut jamais crédité pour sa participation. Pour autant, aucun des noms que j'ai cités n'ont jamais exprimé des reproches particuliers envers Michael Jackson. Tous reconnaissent son talent inné pour composer des chansons dans sa tête et tous reconnaissent l'artiste accompli qu'il était. Mais même si dans la musique la frontière est parfois floue entre la simple suggestion et l'idée déterminante qui justifie d'être crédité, dans les cas que je viens de citer, rien ne justifie l'absence de ces musiciens dans les crédits d'auteurs-compositeurs. Mais c'était le rôle de ces collaborateurs de l'ombre de beaucoup d'artistes qui pouvaient parfois être écartés des crédits d'une chanson pour une raison ou pour une autre. Un peu comme John Barnes que j'ai cité tout à l'heure dans cette vidéo. Barnes a rapidement été engagé par Michael Jackson après l'album Thriller pour travailler avec lui,
à la composition de chansons. La première collaboration fut la chanson Buffalo Bill, une chanson envisagée d'abord pour l'album Victory des Jacksons, puis pour l'album Bad, mais qui reste inconnue à ce jour. John Barnes établit une belle relation de travail avec Michael, répondant à ses idées et suggérant parfois des éléments clés pour transformer des démos en chansons à fort potentiel. Mais pourquoi je vous parle de John Barnes, me direz-vous ? Eh bien, Barnes était en contrat avec Michael dès 1983. Son rôle était de retranscrire les instructions de Michael en notes de musique. C'est ainsi qu'il se mit à travailler avec lui à la composition de la chanson We Are the World, créant notamment les accords sur la mélodie imaginée par Michael. C'est lui aussi qui composa le bridge de la chanson à la place de Stevie Wonder. Et pourtant, bien que sa participation fût évidente et déterminante, Quincy Jones finit par lui dire qu'il n'était pas assez connu pour être crédité sur la chanson et Barnes, bien que très déçu par cette nouvelle, décida de laisser couler vu le contexte humanitaire de la chanson. Le point commun de tous ses collaborateurs est de ne pas ébruiter ses déconvenus. Même si leur déception est parfois palpable, ils n'ont jamais cherché à faire de vagues ou à minimiser le rôle de Michael dans la composition des chansons. Il semble pourtant clair que ces anecdotes ne sont probablement pas les seules et qu'il existe d'autres exemples similaires. Pour autant, tous s'accordent à dire que Michael Jackson était un artiste hors norme, capable de déceler les forces et les faiblesses d'un morceau en une seule écoute et capable aussi d'imaginer toutes les pistes d'un morceau uniquement dans sa tête. Un don rare qui suscite l'admiration de beaucoup de musiciens qui ont travaillé avec lui. Une fois que Michael avait créé sa démo sur une cassette, elle était alors enregistrée, le plus souvent dans un studio privé comme celui qu'il utilisait au début des années 80 dans la maison familiale de Havenhurst à Encino. Un studio 16 pistes qui lui permettait de coucher sur bande toutes ses idées avec facilité et sans avoir besoin de beaucoup de personnes pour l'aider à le faire. C'est pourquoi ces démos dites home demo avaient souvent un son assez brut, assez rudimentaire. Jusqu'au début des années 80, il était souvent aidé par ses frères pour enregistrer ses démos, notamment par Randy Jackson pour l'album Off the Wall. Mais après l'album Thriller, il fera souvent appel à deux ingénieurs du son pour l'aider dans cette première phase de création, à savoir Bill Bottrell, dont j'ai déjà parlé, et Matt Forger. Forger est probablement un des collaborateurs les plus fidèles de Michael Jackson, qui a assisté à la naissance de beaucoup de hits dans sa discographie, de Thriller jusqu'à l'album History. Embauché par Bruce Swedien pour travailler sur les sessions de l'album Thriller, Forger a noué une relation de confiance avec Michael, qui faisait régulièrement appel à lui pour travailler sur des démos. Forger se souvient des cassettes amenées par Michael en studio, qui contenaient les mélodies qu'il avait imaginées et qu'il fallait ensuite enregistrer. Témoin privilégié de ce travail de l'ombre qui se faisait dans le plus grand secret, Matt Forger était un des artisans de cette phase essentielle de la création de Michael Jackson et se souvient de nombreuses chansons qui ne verront finalement jamais le jour. Car Michael Jackson enregistrait beaucoup de démos qui resteront finalement dans les archives. Certaines restent aujourd'hui encore totalement secrètes et inconnues, d'autres seront partiellement réutilisées pour aboutir sur une chanson différente, et d'autres enfin seront gardées par Michael Jackson qui décidera de l'enregistrer pour un album ou un projet. Dans la plupart des cas, ces démos n'avaient pas de paroles bien définies. Parfois il chantait en yaourt, ou alors simplement quelques mots. En revanche, à l'inverse des couplets, il arrivait assez souvent que les refrains étaient déjà écrits, donnant ainsi le titre de la chanson. Mais certaines étaient purement musicales, car Michael aimait d'abord travailler la mélodie avant de penser aux paroles.
Une fois sa démo enregistrée, elle était soit mise de côté dans ses archives pour plus tard, soit il décidait de l'exploiter, et c'est à ce moment-là qu'elle arrivait entre les mains d'un producteur pendant les sessions d'enregistrement d'un de ses albums. C'est le producteur qui décide en général de la conduite à donner au morceau, quels instruments choisir, quels sons, quels musiciens, quels arrangements, etc., etc. En gros, quel visage donner à la chanson. Parfois, Michael se chargeait lui-même en grande partie de ce travail, comme pour les chansons Bad, Black or White ou Earth Song. Et parfois, il laissait le soin à d'autres producteurs de travailler seul ou avec lui sur la production, comme Quincy Jones, Teddy Riley, Jimmy Jam et Terry Lewis, ou encore Rodney Jerkins. Lorsque les sessions d'enregistrement d'un album étaient entamées et que Michael devait commencer à faire un choix dans les chansons à développer et à garder, il reprenait alors sa démo, décidait seul ou avec un producteur, voire un ou plusieurs musiciens, quelle direction lui donner, et commençait ensuite à étoffer la chanson pour lui donner une musique plus travaillée, souvent plus complexe, afin de lui donner sa personnalité. Cette phase était cruciale et déterminait souvent le devenir de la chanson. Michael aimait avoir l'avis de ses collaborateurs et les pousser à lui proposer des choses pour voir dans quelle direction la chanson pouvait aller, mais c'était bien lui qui avait toujours le dernier mot, car la phase de production, même s'il la déléguait à un autre producteur, était presque toujours finalisée par lui. Il était ouvert aux propositions et ne voyait jamais l'enregistrement en studio comme étant quelque chose de solitaire, mais bien au contraire comme étant un travail d'équipe. Alors oui, il arrivait que Michael Jackson sache exactement ce qu'il voulait, mais il aimait également que ses musiciens ou ses producteurs lui suggèrent des idées sur lesquelles il s'appuyait parfois pour créer autre chose. C'est pour ça qu'il aimait s'entourer des meilleurs, car il pensait que de cette force collective pouvait jaillir l'excellence qui était le minimum qu'il voulait atteindre pour chacune de ses chansons. Pour autant, ces chansons étaient une partie de lui, ses créations, et il voulait les amener dans la direction qu'il avait imaginée au départ. Donc même s'il s'appuyait sur son équipe pour développer sa démo en chanson, il aimait ensuite reprendre les rênes pour peaufiner les détails et s'approcher le plus possible du résultat qu'il avait en tête. Parfois, Michael Jackson était très clair dans ses instructions, par exemple en ce qui concerne une ligne de basse ou une rythmique. D'autres fois, il reconnaissait que les propositions créatives de musiciens correspondaient à ce qu'il voulait faire. En somme, il n'avait pas toujours une idée absolument claire de tout ce qu'il voulait, mais il dégageait une énergie qui permettait aux musiciens autour de lui de proposer des idées complémentaires aux siennes. Assez souvent, les paroles étaient finalisées en dernier, parfois juste quelques minutes avant l'enregistrement, comme pour Black or White, dont les paroles furent écrites sur un coin de table du studio. Quoi qu'il en soit, c'est durant cette étape que Michael faisait cette fois appel à son ingénieur du son attitré, Bruce Swedien. Bruce était en règle générale le dernier à toucher au mix de la chanson. Je dis en général car il y a eu des exceptions, mais ce serait trop long de rentrer dans les détails. Le plus souvent, c'est Bruce qui enregistrait la prise vocale définitive de Michael et qui mixait l'ensemble pour terminer le morceau. Michael était la plupart du temps présent pour donner son avis et demander à Bruce de modifier certains éléments, comme une guitare pas assez audible à son goût ou une boîte à rythme pas assez percutante. Bruce était un ingénieur du son très expérimenté et savait répondre aux demandes de Michael, mais savait aussi lui suggérer certaines choses pour donner à la chanson le petit plus qui ferait la différence. Chaque mix était enregistré pour pouvoir être comparé aux autres, et il n'était pas rare de voir plusieurs dizaines de mix réalisés pour une même chanson, avec parfois des différences infimes, à peine audibles pour un auditeur lambda. L'exemple le plus connu étant celui de la chanson Billie Jean, pour laquelle 91 mix différents furent réalisés. Mais l'exigence du travail parfait était aussi bien portée par Michael Jackson que par Bruce Swedien, raison pour laquelle les deux hommes collaborèrent ensemble pendant près de 25 ans. Mais malgré tout, même après tout ce cheminement créatif, Michael Jackson pouvait finalement décider de mettre sa chanson de côté, soit parce qu'elle n'était pas tout à fait dans l'esprit de l'album, soit parce qu'elle n'était pas assez cohérente avec l'ensemble, soit parce qu'il fallait simplement faire un choix pour pouvoir répondre aux limites imposées par le support audio. En fait, à chaque étape que je viens de détailler dans cette vidéo, une chanson pouvait être écartée à tout moment.
Voilà pourquoi les archives se composent aussi bien de démos brutes et très sommaires que de chansons finalisées et prêtes à être exploitées. Michael Jackson n'était donc ni un instrumentiste chevronné, ni un simple interprète, car même s'il ne développa jamais un intérêt particulier à savoir jouer d'un instrument de musique de manière professionnelle pour l'aider à composer sa musique, il développa en revanche un grand intérêt pour la production qui lui permettait de reprendre la main sur ses compositions une fois le plus gros du travail effectué avec ses musiciens. Il avait une manière singulière de composer sa musique, parfois seul, parfois avec l'aide d'autres personnes, et même s'il pouvait par moments manquer de reconnaissance pour l'apport déterminant de certains de ses collaborateurs, tous reconnaissent que son sens de la musique était sans commune mesure pour quelqu'un qui n'avait jamais reçu d'enseignement technique et que travailler avec Michael Jackson fut l'expérience ultime d'une carrière. Car son sens de l'observation et le don inné pour la musique lui ont permis de composer des chansons qui aujourd'hui encore ont gardé toute leur puissance émotionnelle. Et la question qui agite les discussions depuis le décès de Michael Jackson est de savoir de combien de titres se composent ces archives. Si on en croit le peu d'informations qui circulent à ce sujet, les archives personnelles de Michael Jackson ne seraient pas si énormes, ce qui est logique quand on sait qu'il a toujours privilégié le travail en équipe, notamment avec d'autres producteurs, nécessitant de ce fait l'accord d'une tierce partie pour pouvoir être exploité. L'exemple le plus récent étant celui de la chanson Chicago 1945, travaillée en collaboration avec Steve Porcaro du groupe Toto et finalisée dans les années 80. Porcaro fut approché par l'esthète of Michael Jackson pendant la préparation du projet Xscape, mais n'a pas voulu donner son autorisation pour l'exploitation de la chanson, non seulement parce que la somme proposée par l'esthète ne lui convenait pas, mais aussi parce qu'il n'était pas d'accord avec le fait de faire remixer la chanson par un autre producteur, comme ce fut le cas pour les autres chansons de l'album. Chicago 1945 a depuis fait son apparition sur internet après un vol d'archives et elle n'a donc jamais été valorisée sur un projet officiel, mais cet exemple illustre bien le fait que de très nombreuses archives existent, notamment chez des anciens collaborateurs de Michael Jackson, et que seul un vrai travail de regroupement et d'accord passé avec tous les anciens collaborateurs permettrait d'avoir une vision plus globale de toutes les chansons laissées par Michael. Mais si j'en crois les bruits de couloir et les choses que j'ai pu entendre, je vous assure qu'il existe de nombreuses choses qui permettraient de remplir de nombreux albums pour les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je remercie Philippe Ruellan qui m'a aidé à la préparer, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.